Ce lundi, les forces de soutien rapide ont annoncé une trêve humanitaire de 3 mois au Soudan, une annonce qui intervient dans un pays ravagé depuis plus de 2 ans et demi par la guerre entre l'armée et les paramilitaires, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 12 millions de déplacés. Bonjour Clément Dehaye. Bonjour. Vous êtes anthropologue, vous connaissez fort bien le Soudan, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. J'ai envie de vous demander tout d'abord pourquoi, il faut à ce point, expliquer ce qui se passe au Soudan. On a l'impression donc que ce conflit est assez ancien et pourtant, bon, les gens n'y comprennent pas grand-chose encore récemment. Un ami me disait: «Voilà, je ne comprends pas ce qui se passe au Soudan». Je crois que c'est une guerre qui est, assez complexe, à comprendre, notamment parce qu'en France, c'est pas un pays qui a été colonisé par la France, c'est un pays qui est assez lointain, qu'il y a un effet de saturation probablement dans l'opinion, sur toutes les crises et tous les crimes, qui se passent actuellement dans le monde. Et c'est vrai qu'on a vu se multiplier des unes sur le fait que cette guerre est une guerre oubliée et pourtant on en parle de manière régulière dans les médias. Je trouve que ce qui est plus dramatique probablement, c'est que, au niveau politique, l'Union européenne et la France ne se mêlent pas de ce conflit et n'ont pas pesé dans la résolution de ce conflit comme ils auraient pu le faire. Alors il y a quelque chose sur l'opinion publique, mais ce qu'on peut attendre des dirigeants et de la diplomatie européenne, c'est d'intervenir dans ce qui est aujourd'hui qualifié par les UN comme la plus grande crise humanitaire mondiale, avec, comme vous l'avez dit, 14 millions de déplacés, et non pas 12, hein, d'après les Nations Unies, et au moins 170 000 morts, de nettoyages ethniques qui sont déroulés ces dernières années, en 2023 et en 2025. Et probablement, ce qui participe à cette invisibilisation et cette difficulté de comprendre, c'est qu'on a mis un petit peu sur un pied d'égalité les deux belligérants, donc les forces de soutien rapide et l'armée, alors que un des deux belligérants a commis deux nettoyages ethniques. Alors ça ne veut pas dire que l'autre ne commet pas un certain nombre de crimes de guerre, mais pourtant il ne faut pas mettre un pied d'égalité entre ces deux belligérants. Allez, on recommence, on explique, encore une fois ce qui s'est passé au Soudan, Clément Dehaye. Alors, la guerre au Soudan a commencé en avril 2023 entre deux forces armées. Alors, deux forces armées qui ont une existence légale, qui sont encadrées légalement. Donc, les forces armées soudanaises, qui est l'armée régulière soudanaise, et une milice, donc les forces de soutien rapide, qui est devenue progressivement une force armée. Cette milice des forces de soutien rapide, commandée par le général Hemeti, est née de la guerre du Darfour de 2003-2006. Ces combattants sont composés de ce qu'on appelait les Janjaweed, donc les guerriers et les soldats miliciens arabes qui ont été mobilisés par le gouvernement pour faire de la contre-insurrection au Darfour. Ces soldats, ces guerriers ont ensuite été organisés en une force paramilitaire et s'est progressivement institutionnalisé. Et à la faveur de la révolution soudanaise de 2018-2019, ces forces de soutien rapide ont pris de plus en plus de place dans l'État au point de concurrencer l'armée soudanaise qui a fait un coup d'État en 2021 pour expulser les civils du pouvoir. Et donc, on s'est retrouvé au Soudan avec face à face deux forces armées qui sont en lutte pour le pouvoir. On ne peut pas parler de guerre civile néanmoins. Alors, c'est compliqué de parler de guerre civile parce que tous les segments de la population ne sont pas nécessairement mobilisés. Néanmoins, on s'oriente de plus en plus vers une guerre civile parce qu'il y a une milicianisation du conflit, c'est-à-dire qu'on a des groupes armés qui se multiplient dans le pays. A-t-on affaire à un conflit de proxy? A-t-on affaire à un conflit où d'autres puissances, des puissances extérieures au Soudan, s'emparent d'une partie des forces, en Alors, présence? deux choses. Premièrement, il s'agit d'un conflit soudanais pour la conquête du pouvoir qui oppose des segments de population. Donc, ces mouvements armés sont soutenus par des segments différents de la population. Et deuxièmement, il est réel, par contre, que des soutiens externes, notamment régionaux, ont un impact important sur le conflit. C'est-à-dire que d'un côté, du côté des forces de soutien rapide, il y a un soutien massif en termes d'armement et de facilité de financement de la part des Émirats arabes unis. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, démontré par un certain nombre d'enquêtes, même si c'est nié par les Émirats arabes unis. De l'autre côté, il y a un soutien plus faible, mais néanmoins conséquent, de l'Iran, de la Turquie et de l'Égypte du côté de l'armée soudanaise. Mais ces soutiens ne dictent pas l'agenda politique des belligérants. S'il s'agit de soutien, il ne s'agit pas de guerre par proxy, parce que beaucoup de ces pays, par exemple l'Égypte et les Émirats arabes unis, sont par ailleurs alliés sur d'autres terrains. Ils sont alliés en Libye, aux côtés du général Haftar. Pourquoi? Pourquoi justement ces pays soutiennent-ils, une partie donc des belligérants? Alors,
Pour les Émirats arabes unis, c'est quelque chose d'assez complexe qui allie plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Émiratis sont très hostiles à tout ce qui est proche de l'islam politique. L'armée soudanaise est issue de l'ancien régime soudanais qui était lui-même partie du mouvement islamique soudanais. Et donc, les Émiratis ne font pas confiance à l'armée soudanaise pour cette raison-là, qui est une raison idéologique. Deuxièmement, les Émirats arabes unis ont noué un pacte de loyauté, on pourrait dire, avec les forces de soutien rapide, puisqu'ils ont utilisé ces forces de soutien rapide du général Hemeti dans la guerre au Yémen contre les Houthis. Les forces de soutien rapide ont été utilisées comme de la chair à canon à ce moment-là. Et enfin, il y a une question économique qui est la moins importante, mais qui existe, c'est la question de l'or et des ressources qui est utilisée par les Émirats arabes unis au Soudan. Il y a des investissements qui sont massifs. Néanmoins, ce n'est pas ça qui explique la guerre en elle-même. Ça explique pourquoi les Émiratis soutiennent les FSR, parce qu'ils font confiance aux FSR pour protéger leurs intérêts. Néanmoins, pour garantir ces intérêts économiques-là, les Émiratis, comme les autres pays du Golfe, auraient plutôt intérêt à la paix, parce qu'on fait plus de bénéfices et on fait plus de commerce quand il y a la paix. Bon, l'information principale de ces dernières heures, c'est donc l'annonce d'un cessez-le-feu. On va entendre Mohamed Hamdan Daglo, le chef des forces de soutien rapide, qui annonce le cessez-le-feu, ce cessez-le-feu de 3 mois, en réponse à l'initiative de Donald Trump. En réponse aux efforts internationaux, notamment à l'initiative du président américain Donald Trump, des médiateurs et de l'Union africaine, nous annonçons une trêve humanitaire prévoyant une cessation des hostilités pour 3 mois. Clément Dehay, qu'est-ce qu'il cherche Donald Trump? Alors, ce que Donald Trump cherche, je ne sais pas exactement. On sait qu'il a subi un certain nombre de pressions de la part des Saoudiens, de l'Arabie Saoudite, pour s'impliquer sur le dossier En tout cas, il est dedans. soudanais. En ce moment, les Américains sont actifs. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle que enfin des acteurs internationaux se mêlent de la guerre du Soudan. Le problème, c'est que la manière dont c'est fait est un petit peu inégale et soumis à la pression d'un côté de l'Arabie Saoudite qui veut avancer dans une médiation et dans une trêve, et de l'autre côté des Émiratis qui pèsent aussi de tout leur poids aux États-Unis, de tout leur lobby. Hein, on sait qu'ils ont investi beaucoup d'argent aux États-Unis et notamment dans des entreprises liées au clan Trump, et qu'eux aussi font du lobbying extrêmement fort pour que les Américains, dans le plan de trêve qui a été concocté par l'envoyé spécial américain, soient pas déséquilibrés envers leur propre soutien, c'est-à-dire envers les forces de soutien rapide. Et ça, c'est un problème fondamental, puisque dans ce plan de trêve, on met sur un pied d'égalité les deux forces, de nouveau, les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Or, c'est inacceptable pour l'armée soudanaise d'être mise sur le même plan qu'une force paramilitaire qui, de plus, a commis un certain nombre de nettoyages ethniques dans les 2 dernières années. Bon, donc cette initiative américaine achoppe là-dessus. Elle achoppe complètement sur ça. Après, on a entendu là Hemeti, donc Mohamed Hamdan Dagalo, qui parle de trêve. Cette trêve, c'est juste une annonce. Pour l'instant, elle n'a aucune réalité sur le terrain. Elle sert à blanchir, entre guillemets, les forces de soutien rapide qui viennent de prendre une ville au Darfour qui s'appelle El Fasher, qui ont commis un certain nombre de crimes à El Fasher, qui commencent à être documentés, qui sont massifs. Et il s'agit de se refaire un petit peu une santé internationale en annonçant une trêve, alors que le même jour que l'annonce de cette trêve, les forces de soutien rapide ont lancé une offensive sur une petite ville du Kordofan qui s'appelle Baba Noussa et qui a été une offensive extrêmement violente. Il s'agit seulement d'annonces, il ne s'agit absolument pas de réalité sur le terrain. Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Clément Dehay? Un avenir à la libyenne, donc avec une sorte d'anomie, d'anarchie qui se développe dans le pays. Est-ce qu'on peut imaginer, espérer, je ne sais pas, une paix au Alors, Soudan? ce qu'il faut en tout cas pousser en ce moment, c'est 2 choses. C'est d'abord que les diplomaties internationales, notamment européennes et américaines, poussent pour l'ouverture de corridors humanitaires, puisqu'il y a toute une partie de la population au Soudan qui meurt de faim, qui est dans un état de famine. Et ça, c'est des choses qui sont atteignables diplomatiquement. Deuxièmement, il y a la question de la trêve, une trêve qui peut permettre ces corridors. Ça, c'est des choses qui sont potentiellement négociables. La question de la paix, elle est encore lointaine. Les 2 belligérants, dans leur discours, disent tous les 2 qu'ils ne souhaitent pas la paix aujourd'hui, qu'ils souhaitent une victoire militaire. Et donc, tant qu'on est dans cette configuration-là, la question de la paix n'est pas atteignable.
On écoute le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan. Ils n'ont pas tenu compte de notre réponse et n'ont pas pris en considération ce que nous leur avons dit. Cette proposition est la pire qui a été présentée. Clément Dehaye. Oui, c'est ce que je disais, c'est cette proposition de trêve qui a été présentée par l'envoyé spécial américain. Il n'est pas acceptable pour l'armée soudanaise parce qu'elle le met sur un pied d'égalité avec les FSR. Et notamment, alors les détails n'ont pas été divulgués, mais ce qui a fuité, c'est que dans ce plan de paix, il prévoit une forme d'autodissolution à la fois de l'armée et des FSR, ce qui n'est absolument pas acceptable, évidemment, pour l'armée nationale soudanaise. Bon, j'imagine que dans l'intervalle, le pays est dans un état épouvantable. Oui, le pays, on l'a dit, hein, c'est une crise humanitaire massive. Les infrastructures ont été détruites également massivement parce que les deux belligérants, et là pour le coup, les deux ont une responsabilité extrêmement forte, ciblent les infrastructures du pays. Les ponts, les routes, mais aussi les universités, les hôpitaux. Et donc, on est dans un pays qui économiquement s'est écroulé, le PIB a été divisé par 2 ou 3, les récoltes agricoles ont été divisées par 2, on est dans une situation qui est extrêmement dure, il y a 25 millions de personnes au Soudan sur une population de 45 millions qui sont en situation de détresse alimentaire, il y a 14 millions de déplacés, on est vraiment sur une crise qui est extrêmement forte, avec des belligérants qui se font la guerre, qui font une guerre à outrance et qui font aussi la guerre aux civils, où les civils sont des cibles légitimes de cette guerre. Merci beaucoup Clément Dehaye. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, laboratoire Prodige.